en fait, prendre un coach, c'est pas une tare. Mais dans le monde, c'est particulier parce que dans le monde du business, prendre un coach business, c'est trop cool. Ça veut dire croissance, ça veut dire qu'on va scaler, ça veut dire qu'on va avancer. Par contre, prendre un coach mindset, c'est pas cool quoi. Ça veut dire que psychologiquement j'ai un problème. Des fois, en fait, tout simplement, à partir de ce moment-là, ils vont avoir peur pour nous. Parce que la première peur qu'on a aujourd'hui, c'est d'un point de vue surtout financier. Parce qu'en gros, derrière, ça enclenche tout le reste. Est-ce que tu vas manger, est-ce que tu vas te loger, est-ce que tu vas pouvoir vivre. Sachant que l'image qu'on a de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat c'est compliqué. Et c'est quand même une image qui est véhiculée partout, jusque dans les films en fait. Le premier conseil que moi je pourrais donner aux gens, c'est soit vous avez une rupture conventionnelle, mais arrêtez de vous endormir sur cette putain de rupture conventionnelle, en vous disant j'ai de l'argent qui rentre pendant 24 mois. Non, le jour où vous signez votre rupture conventionnelle, vous lancez votre boîte et vous donnez toute votre énergie dedans. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Joanneau, un coach mindset et spiritualité pour les entrepreneurs qui souhaitent libérer leurs freins et héritage transgénérationnel pour performer. Sa vision, devenez la personne qui vous inspire le plus et baptisez l'entreprise de vos ambitions. Dans cet épisode, il nous partagera son parcours et aussi les différents freins psychologiques qu'il a pu constater en accompagnant différents entrepreneurs et nous donnera tous ses conseils pour réussir. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce podcast. Bonjour Alexis. Salut. Salut. Vraiment un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui, de te déplacer à Paris pour venir me rencontrer et partager un petit peu ton parcours avec moi. Pour commencer, j'aimerais bien justement que tu nous parles un petit peu de toi, ton parcours entrepreneurial et les différentes étapes que tu as traversées durant ces dernières années. Ouais. Alors mon parcours entrepreneurial, il a commencé il y a 1 an et demi en fait. Ok. J'ai eu la réflexion de mon projet il y a 4 ans, suite en fait, concrètement en fait c'est suite au décès de quelqu'un, proche, ma grand-mère. Et à un moment donné, je me suis dit en fait, j'ai pas la vie que je voulais, j'étais prof. Je me suis dit quand même. T'étais prof à l'école J'étais prof de PS dans un lycée, parisien d'ailleurs. Et à un moment donné, je me suis regardé, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout la vie que je veux pas mener cette vie-là, je veux vraiment avoir une autre vie. Donc en fait, je me suis lancé vraiment dans l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi dans le monde du coaching. Au début, je voulais coacher tout le monde, sur tout. Ça, c'était ma première étape en fait. Je suis arrivé, je dis voilà, j'adore la confiance en soi, j'adore le truc. Et je me suis dit, tiens, je vais coacher tout le monde. En fait, pour moi, tout le monde était coachable. Première erreur dans l'entrepreneuriat, il faut se nicher. Ouais. Et il y a un petit peu plus de 12 mois, 14 mois exactement, et à un moment donné, je me suis dit en fait, qu'est-ce qui m'entoure? Que les entrepreneurs. Dans quoi j'excelle? Dans la dimension de la psychologie, des héritages transgénérationnels des entrepreneurs. Du coup, j'ai juste réfléchi comme ça, je me suis dit, ok, deuxième step, je vais lancer juste une offre. Je verrai ce que ça va donner. Une offre qui était en individuel, toute simple, pour aider des entrepreneurs à switcher en fait les blocages qu'ils avaient dans leur tête, pour leur permettre d'avoir un déblocage dans leur business. C'est le constat que j'avais fait. Je suis rentré dans un incubateur et je me suis dit c'est quand même bizarre. Tout le monde travaille leur business, tout le monde fait un système d'acquisition, son tunnel, son offre irrésistible, pourtant ça décolle pas, ils sont 10 fois meilleurs que moi. Et à un moment donné, j'ai juste compris que c'était soit le syndrome de l'imposteur, soit les peurs, soit des choses qui sont inconscientes qu'on n'accepte pas. Et donc moi, je me suis spécialisé là-dedans. Ça, c'était mon deuxième step. Et le troisième step, c'était au mois de décembre, où à un moment donné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de mon entreprise, que de faire que de l'individuel, en gros, ça va m'amener en fait à pas avoir de croissance. Donc j'ai une plateforme en ligne qui a été sortie, et là, du coup, j'ai un entrepreneur qui est venu me chercher pour être coaché vraiment pendant 1 an sur un step qui est beaucoup plus élevé, parce que lui, il est déjà à 15 millions et il veut travailler toute sa psychologie. Et c'est là où il y a la troisième étape de me dire en fait, c'est possible d'aborder ce monde-là, mais c'est possible que moi aussi dans le monde du coaching, alors qu'on a parfois l'impression que c'est assez limité, d'aller impacter à un tout autre niveau. Mais donc comment tu as fait le switch entre prof de sport et passer juste sur de l'accompagnement mental, plus mental? Ouais. C'est vrai que dans le sport, en vrai, il y a aussi ce côté d'accompagnement mental, mais là, tu as fait quand même un pivot assez extrême entre le prof de sport à l'école et aller chercher des entrepreneurs. En fait, la bascule, elle s'est faite naturellement parce que moi, dès que j'étais dans mes études de sport, en fait, je suis passé jusqu'à l'agrégation externe. D'accord. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui bloquait à l'école, et on l'a tous connu en fait, ce prof qui nous dit qu'on devrait courir plus vite, on devrait réussir. Et en fait, le seul élément qui m'a toujours permis d'avoir des résultats avec mes élèves, c'était leur tête. C'est-à-dire que je pouvais être avec un garçon qui mesure 1m90, qui courait pas vite, tout simplement parce que ici, c'était câblé qu'il ne pouvait pas courir plus vite en fait. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je travaillais avec mes élèves, je me moquais de leur physique, mais je m'intéressais tout le temps à ce qu'il y avait dans leur tête. Quelles étaient leurs motivations, quels sont les blocages, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à courir vite, ou alors qu'on n'arrive pas à se dépenser.
ou à réussir dans sa vie. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que, en fait, je coachais mes élèves. Je coachais mes amis. Et dès que j'ai commencé mes études, même dans le sport, moi, je suis un ancien athlète de haut niveau dans l'athlétisme, je me suis rendu compte que tu pouvais avoir le même potentiel. Par contre, si tu avais la tronche, si tu avais le mental, si tu n'avais pas les blocages, là, tu pouvais percer. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait deuxième bascule. La deuxième bascule, c'est que je me suis rendu compte que je suis rentré dans l'enseignement juste principalement pour suivre un peu ce que mes parents m'ont donné. Même si c'était très bien. Et aussi pour suivre un peu tout ce qui se passait dans ma famille, dans la dimension de la sécurité, dans la dimension que fallait vraiment en fait assurer ses arrières. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai lancé mon projet en parallèle et puis après j'ai démissionné. Et ta famille, quand tu as lancé ton projet, elle a eu quoi comme regard par rapport à ça? Parce que tu avais quand même tu étais presque enseignant à temps complet. Donc moi j'étais à temps complet, j'avais un poste qui était rêvé pour beaucoup de personnes parce qu'en fait agrégé c'est un des postes qui est le plus difficile à passer en concours en tout cas. Et après ma perspective c'était en gros soit je passais le concours chef d'établissement où j'essayais de monter au ministère, soit je partais. Comment c'était accueilli? Très mal. C'est-à-dire que j'ai lancé mon projet en parallèle que j'étais prof. Faut savoir que pendant plus d'un an, mes parents, la seule conversation que j'avais au téléphone avec eux, c'était « Ok, c'est quand les vacances? Comment ça se passe au lycée ?» Alors que j'avais déjà des clients, alors que je développais ma boîte et je leur avais dit « Écoutez, moi, mon ambition, c'est d'être l'un des meilleurs et d'avoir une boîte qui impacte la francophonie à l'international un jour. » Et pendant un an, en fait, ils m'ont jamais parlé de ma boîte. Mais jamais, jamais, jamais. Pour eux, c'était... En fait, je pense que c'était dans leur système de valeurs. Ils avaient 10 fois plus peur pour moi que je pouvais avoir peur moi. Et en gros, au début, c'était vraiment pas accepté. Jusqu'au point où, à un moment donné, j'ai donné un séminaire au mois d'octobre où on était à peu près une dizaine de personnes. Ma sœur voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, donc je l'ai invitée. Et c'est les retours de ma sœur sur la conférence, qui lui a changé beaucoup de choses dans sa vie, dans sa boîte, qui a fait que ils sont revenus me questionner en disant, en fait, comment ça va ta boîte? Alors j'avais déjà démissionné, que j'étais déjà lancé à 100%. Au début, c'était, je pense, extrêmement compliqué pour eux. Mais c'est là où parfois je vois beaucoup de blocages chez les entrepreneurs, c'est qu'en fait, c'est surtout le système de valeurs. Mes parents, ils avaient une valeur sécurité de dingue, mais par amour, en fait, ils me l'ont donné aussi. Ils l'ont déposé sur moi. Et donc, c'était extrêmement compliqué de me voir me lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, une fois qu'ils ont vu que j'étais épanoui et que je vis ma meilleure vie avec les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, bah, ils ne me parlent pas de chiffre d'affaires, ils ne me parlent pas de clients, mais ils me demandent juste comment je vais. C'est là que ça a changé quelque chose. C'est super intéressant. Il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit aussi que souvent le regard de la famille quand on commence, il est assez dur. C'est même pas une question de, on va dire, de juger par rapport à ça. C'est surtout la sécurité. C'est vrai que les gens en général ils ont un peu peur pour leurs enfants ou les gens qui sont dans leur entourage. En fait, les gens nous aiment. Et peu importe la manière dont ils le montrent en fait. Et des fois, en fait, tout simplement, à partir de ce moment-là, ils vont avoir peur pour nous, parce que la première peur qu'on a aujourd'hui, c'est d'un point de vue surtout financier, parce qu'en gros, derrière, s'enclenche tout le reste. Est-ce que tu vas manger, est-ce que tu vas te loger, est-ce que tu vas pouvoir vivre? Sachant que l'image qu'on a de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Et c'est quand même une image qui est véhiculée partout, jusque dans les films, en fait. Soit tu réussis à gogo, il n'y a pas de problème, soit tu es à deux doigts de fermer ta boîte. Et c'est toujours cette relation-là qu'ils ont. C'est surtout compliqué. Enfin, ça, c'est mon avis perso là, que je vais donner parce que en France, quand tu n'as pas un contrat CDI standard avec, on va dire, ta sécurité de l'emploi, etc., c'est très compliqué d'intégrer la société, notamment de trouver un logement en location, faire un crédit, avoir de la valeur par rapport aux gens. En fait, par rapport à l'institution, on n'est personne. Il faut atteindre 3 ans à peu près pour commencer, on va dire, à pouvoir avoir un crédit, par exemple, ou pouvoir aller dans juste une location, en fait. Et ça, on ne le retrouve pas dans d'autres pays. Et c'est ça que moi, j'ai trouvé assez difficile en France par rapport à l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait évoluer au fur et à mesure parce que, on le voit, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en entrepreneuriat aujourd'hui, grâce notamment avec la possibilité d'apprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement avec les différents réseaux comme YouTube, par exemple. On peut très bien apprendre une nouvelle compétence maintenant par YouTube. On n'est plus obligé de passer par l'école. Et je pense que ça, c'est, tu vois, par exemple, ta famille, ils avaient aussi cette peur peut-être par rapport à ça, parce que c'est vrai que on va dire quand tu n'as pas un CDI, tu deviens presque personne en tant que statut dans la société et c'est difficile à apprendre, donc je peux comprendre et en tout cas c'est cool que tu as réussi à passer ce cap. Ouais, mais en fait moi je me suis pas laissé le choix, j'ai laissé le choix à personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai touché en fait du doigt la mission que je m'étais donnée, la vocation que j'avais et jusqu'où je pouvais aller en étant dans l'entrepreneuriat, je disais à tout le monde,
personne pourra m'empêcher de tenter. Et même jusqu'à ma petite amie actuelle, où il y a un petit peu plus de 2 ans, quand on s'est mis ensemble, je dis écoute, j'ai le projet de lancer ma boîte, j'ai lancé le projet d'avancer, on se met ensemble, mais à aucun moment, il faudra me demander d'arrêter mon rêve en fait. Ouais. Et à partir du moment qu'on est accepté par tout ce qu'on a envie de faire et par toutes les personnes qui nous entourent, et qu'on comprenne aussi pourquoi ça nous anime autant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais, je pense que la société doit changer par rapport au regard des entrepreneurs. Et un point qui est extrêmement important à voir, c'est que je pense que dans les années, d'ici 2030, beaucoup de personnes auront un statut d'auto-entrepreneur. En plus de leur job, il va falloir aussi arriver à ouvrir des portes pour se rendre compte que parfois on est parfois plus en sécurité aujourd'hui en étant entrepreneur, parce qu'on va chercher nos clients, qu'en ayant un CDI. Et ça, c'est un constat qui est fait et qui est assez alarmant en fait. Ouais. J'avais vu une personne que je suivais sur LinkedIn justement qui avait noté ça et qui était parti à la banque et qui avait fait vraiment une présentation de son projet. C'était un développeur web et qui lui avait exposé un peu les différents projets qu'il faisait et la demande qu'il avait. Il lui montrait à peu près les différents messages qu'il recevait tous les jours, des propositions d'emploi, mais qui restait en freelance. Et au final, à la fin, dans son post, il disait que le conseiller lui avait dit finalement, tu as une situation plus sûre que quelqu'un en CDI maintenant dans une grosse entreprise qui peut faire faillite à tout moment. Donc c'est vrai que le monde y change et les institutions bancaires, la France en règle générale devrait avoir un nouveau regard par rapport à ça. Moi je pense aussi. Ouais. Alors pour toi, quelles seraient les compétences clés pour réussir en tant qu'entrepreneur ? Pour moi, l'une des compétences clés pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est la remise en question. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a une idée qu'elle va forcément être reçue et perçue par notre clientèle et par notre marché de la même manière que nous on l'expose. Et en fait, à partir du moment qu'on arrive à se remettre en question et d'être à l'écoute de ce que veut vraiment notre marché, c'est une clé fondamentale. Et c'est dingue de comprendre aussi que lorsqu'on travaille dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut donner, en fait il faut plutôt proposer à notre cible ce dont ils ont vraiment envie et leur donner ce dont ils ont besoin. Et c'est ça, en fait, toutes ces gymnastiques mentales de se remettre en question et d'accepter que ton idée, elle n'est pas forcément géniale, elle va être accueillie par les personnes. Parfois, tu as une idée géniale et dans son contexte, les gens ne vont pas l'accueillir. Il faut juste accepter de se remettre en question et voir comment on peut remanier quelques petits paramètres, comme une montre en fait. Quels petits paramètres tu peux apporter dans ton storytelling, dans ton marketing, dans ta manière de présenter les choses pour apporter vraiment une réussite. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé la plus importante. Vraiment se remettre en question. Après, le deuxième élément que je pourrais partager, c'est vraiment d'être proactif. C'est là où moi je rencontre ça dans mon métier, où les gens ont pas dire des blocages, mais ils se sentent limités dans l'exploitation de leur entreprise, tout simplement parce que psychologiquement, il y a des ancrages, il y a des héritages, il y a plein de petits paramètres qui font que psychologiquement, ça ne permet pas de passer à l'avant en marche. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller être proactif. Si on attend en fait d'être réactif, à chaque fois on a un cran de retard. Ouais. Et c'est vraiment très dur à comprendre, mais aujourd'hui, si vous êtes réactif dans votre entreprise, vous êtes en train de subir votre marché et donc vous n'aurez pas de chiffre d'affaires. Par contre, si vous êtes proactif, même dans les moments difficiles, il y a un moment donné, vous allez être remarqué, vous allez attirer à vous des personnes qui auront vraiment envie de travailler avec vous. Et le mode réactif, en fait, c'est en gros, il se passe quelque chose, je vais agir. Et le mode proactif, c'est, on voit depuis 6-8 mois que l'IA arrive, par exemple. Ouais, c'est vrai. Le mode proactif, c'est, je regarde tout ce que je peux faire. Et dès que c'est parti, j'enclenche. Le mode réactif, c'est toutes les personnes qui, dans 1 an et demi, vont se dire « Ah, tiens, il y a l'IA. Il y en a un paquet de personnes qui l'utilisent. Tiens, pourquoi je ne l'utiliserai pas ?» Ce sera trop tard. Parce que l'IA, elle aura changé de forme. Il y a énormément de paramètres qui vont jouer. Mais c'est un exemple vraiment typique. Les proactifs, c'est toutes les personnes qui sont déjà lancées dans l'IA, dans leur boîte. Mais en plus, on peut l'utiliser partout. Les réactifs, c'est ceux qui vont se dire dans 1 an et demi « Ah, du coup, je suis en retard sur l'IA. » C'est vrai. Mais c'est pareil pour le dropshipping à une certaine époque. C'est pareil pour le coaching à une certaine époque. C'est pareil pour tout. Et à partir du moment où vous êtes vraiment proactif, vous avez un cran d'avance, même si vous êtes en train de vous planter. Surtout que maintenant, avec le monde d'Internet, tout va très très vite. Les trends elles changent très très vite, donc il faut réussir à s'adapter. Et toi, justement, quand tu as fait ta première étude de marché par rapport à ton coaching et tout, tu m'as dit que tu voulais coacher tout le monde. Ouais. Et ensuite, tu t'es niché. Alors, comment tu as fait ton étude de marché ? Comment tu t'es dit ? Est-ce que c'est que pour le cœur ou tu t'es dit il y a vraiment un besoin ? Comment tu as trouvé ce marché d'entrepreneurs ? Et qu'est-ce que tu as rencontré comme problématique que tu pouvais résoudre par rapport à eux, leur situation ? Moi, il y a
1 an et demi que ma boîte elle est lancée. Et en fait, il y a 2 ans, je suis rentré dans un incubateur. Parce que moi, je me suis dit, l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien du tout. J'avais juste mon petite amie qui avait une boîte. Et donc, toute sa famille était dans l'entrepreneuriat. Mais moi, j'y connaissais rien du tout. Il faut savoir qu'en gros, je venais du monde de l'enseignement. J'avais passé 7 ans à l'université. 7 ans à étudier, en fait, concrètement. Et ça n'a rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat. Je suis rentré dans un incubateur. J'ai vu, en fait, comment moi, je devais m'y prendre. Et à un moment donné, je ne comprenais pas. En fait, on était en coaching tous ensemble. Et puis, il y avait des gens qui avaient une putain d'offre. Une putain de cible. Mais il n'y allait pas. Et ça me disait, ouais, du coup, ça fonctionne pas et tout. Alors que moi, j'avais pas d'offre, pas de cible. Dans l'entrepreneuriat, j'étais pas du tout connu, donc j'avais tout à faire. Et moi, je me disais, vas-y, j'y vais, j'avance. J'ai dû lancer, sur les 6 premiers mois. Avant de me lancer, j'ai dû réfléchir à 6 projets que j'ai testés en mode bêta-test. Après, j'ai vraiment accentué le truc. Quand je me suis vraiment lancé, j'ai encore lancé 2-3 offres qui n'ont jamais fonctionné. Mais en fait, je me suis rendu compte que chez ces gens-là, le problème, c'était pas l'offre. C'était tout ce qui se passait ici. Et c'est comme ça, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à étudier un petit peu les comportements des gens. Après, moi, je suis fan de la psychologie, je suis fan de la spiritualité, pour comprendre les mécaniques, en fait, qu'il y a dans notre esprit qui nous empêchent de réussir. Et derrière ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne réussissent pas ? C'était toujours leur psychologie. Donc après, du coup, j'étais entouré de beaucoup d'entrepreneurs. Et quand j'en discutais avec des gens, ils disaient, ouais, mais là, tu vois, je suis sur le point de réussir, il y a un truc qui bloque. Moi, je me suis toujours questionné avec des questions assez contre-intuitives de me dire, mais qu'est-ce que cette personne elle a vécu un jour dans sa vie ou dans sa famille qui fait qu'elle ne s'autorise pas à vendre tel tarif, elle ne s'autorise pas à vendre davantage. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, au fur et à mesure. J'ai vraiment, en fait, cherché à comprendre quel était le point central d'un entrepreneur qui réussit, d'un entrepreneur qui ne réussit pas. Et à chaque fois, le point central, c'est le mindset, c'est la psychologie. Parce que si tu as la psychologie, tu vas accepter de prendre ton offre, de la modifier, de la relancer 2 semaines après, de la modifier, de la relancer la semaine d'après, de la modifier, de changer ton marketing, de recruter quelqu'un et d'y aller. Et à fur et à mesure, en fait, là, tu as des résultats. Et à chaque fois, tu as des personnes qui sont bloquées. En gros, c'est comme un fil, en fait. Leur niveau de réaction, il est tout infime. Tu as un fil tout droit et ça bouge pas parce qu'ils sont paralysés par la peur. Et à chaque fois, moi, je suis allé là-dedans et au fur et à mesure, je me suis dit, je rencontre des entrepreneurs. Aujourd'hui, je coach quelqu'un qui fait 15 millions. Les problématiques, c'est les mêmes. C'est dimension d'ego, dimension de la peur, dimension de prendre sa place aussi à certains niveaux, quand tu travailles avec des gros prestataires. Et donc, en fait, c'est là-dedans que je me suis enfoui. Et après, cette offre-là, moi, mon job, je l'ai développé parce que je suis assez fin, en fait, pour comprendre vraiment la mécanique intuitive et contre-intuitive de la personne. Et de voir à travers ce qu'il me partage, après c'est dans le monde du coaching, je suis vraiment dedans, à travers ce qu'il me partage, quel est en fait le point bloquant qui t'empêche d'avoir cette offre de dingue ou d'accepter, je sais pas, une offre d'un client par rapport à tout ça. J'ai vraiment en fait été au cœur des entrepreneurs et à chaque fois je me disais, tiens, leur offre elle est trop géniale, c'est pas possible. Et en plus je voyais en fait la réponse du marché. Je me disais, mais en fait c'est trop cool. Le marché il est là, c'est un peu innovant, c'est assez parlant aux gens pour qu'ils puissent réfléchir et en plus on résout un problème. Comment ça se fait qu'ils vendent pas ? Le seul truc, c'est la démarche de la personne, c'est sa psychologie, c'est ce qu'on appelle une signature énergétique. On travaille beaucoup de ça avec Joe Dispenza aux États-Unis. Il dit en fait, tout ce que tu vibres au fond de toi, tu le ressens. Par exemple, si un jour tu interviews quelqu'un qui est vraiment stressé, toi c'est possible que tu le ressentes, mais même dans la pièce, tu vois. Mais quand tu vends, c'est pareil. C'est-à-dire ce qu'on appelle ta signature énergétique ou vibratoire, ça va t'impacter, ça va impacter ton client. Même si ton offre elle est dingue. C'est ce qu'on appelle, enfin le loup de Wall Street, il le dit en gros. Il faut persuader les gens, il faut que les gens soient persuadés de ton truc. Mais au fond de toi, si tu as un petit brin de te dire, ouais, je trouve que c'est un imposteur, ça se trouve c'est trop cher, ça se trouve c'est de la merde ce que je suis en train de vendre, forcément que la personne elle va pas le dire. Forcément qu'elle va pas acheter. Tout simplement parce que toi, au fond de toi, il y a un truc que tu t'autorises pas. Et à chaque fois, je suis allé chercher ces petits détails-là. Et toi, tu travailles avec du tout petit entrepreneur qui vient juste de commencer au chef d'entreprise presque du 440 qui dirige des équipes. Je coach. J'ai coaché au tout début des personnes qui venaient de se lancer. J'en coach de moins en moins, mais j'en coach encore. Et en fait, c'est la même dynamique en fait. Syndrome de l'imposteur. Alors, ils ont des offres, ils ont un marché, mais ils savent pas comment s'y prendre. Et souvent, en fait, c'est pas qu'ils savent pas comment s'y prendre. C'est stupide de dire ça en fait. Et je suis assez catégorique là-dessus. C'est stupide de dire qu'on sait pas s'y prendre. Dans l'entrepreneuriat, c'est très simple. On voit un problème, on propose une solution. C'est aussi simple que ça. Alors qu'en fait,
Et derrière, je voyais des personnes, en fait, ils me disaient, ouais, mais du coup, j'arrive pas à vendre. Et je leur disais, ouais, ok, ça implique quoi de vendre, en fait? Bah, ça implique de m'exposer. Ok, ça implique quoi de t'exposer? Ah, bah, ça implique que derrière, des gens qui peuvent me critiquer. Et si je suis critiqué, ça peut peut-être toucher ma famille. Ah, donc le vrai problème, c'est pas ton problème, pas ton produit, en fait. C'est le fait que si tu es critiqué, ça va impacter ta famille. Ils peuvent t'en vouloir. Et en fait, je suis toujours allé chercher dans cette dynamique-là. Donc, pour les solopreneurs, c'est souvent ça. Et en fait, plus tu coaches à haut niveau, là j'ai l'occasion de coacher quelqu'un qui fait 15 millions, c'est les mêmes dynamiques. Après, c'est pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de coacher des gens, un entrepreneur qui m'a dit, écoute, voilà, il m'appelle en urgence, il me dit, écoute Alex, là j'ai un problème, un de mes clients vient de me renier un contrat de 2 millions. Bah ouais, ça fait un trou dans la trésor, quoi. Donc là, derrière, c'est comment tu gères tes émotions, comment tu gères ton stress, comment tu reprends le pli et voir tous les avantages qu'il y a à ça, et comment derrière, en fait, tu peux mettre en place une stratégie payante en lien avec la psychologie de ton interlocuteur pour réussir. Mais en fait, c'est toujours la même dynamique. Ah, du plus petit au plus grand chef d'entreprise. Et pour toi, ce serait quoi l'aspect le plus gratifiant dans ton travail? Qu'est-ce qui te donne la flamme le jour? Qu'est-ce qui te rend heureux en fait quand tu accomplis quelque chose? Il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est quand je vois que la personne, elle a une boîte qui décolle et dans laquelle elle est épanouie. Moi, mon état d'esprit, c'est d'améliorer l'existence des gens et des entrepreneurs pour qu'à la fois ils aient de la croissance, mais qu'aussi ils soient vraiment bien dans leur boîte. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est gratifiant, c'est quand tu te rends compte qu'on coach des entrepreneurs pour la dimension business et que ça leur change leur vie à l'intérieur, dans le perso. Je crois que la plus grande gratitude que j'ai eue, c'est une personne qui avait plus de nouvelles de son père depuis quelques années. On a travaillé sur un protocole qu'on appelle sur les héritages transgénérationnels, en lien avec une blessure. Et quelques semaines après, elle me dit, écoute, je ne sais pas ce qu'on a fait. Mon père vient de me rappeler. On a discuté pendant toute une journée, sur notamment les problématiques qu'on allait nous soulever. Et ça a résolu beaucoup de problèmes. C'est incroyable. Et même si sa boîte, elle n'était pas au niveau qu'elle voulait, elle m'a dit, en fait, ça vaut tout l'or du monde de se rendre compte que tout ce que tu travailles dans ta boîte, en fait, tu le travailles dans ton perso. Parce qu'en fait, le constat que j'ai fait par rapport à la dimension que moi je travaille aujourd'hui, c'est que ta boîte, c'est une extension de toi-même. C'est soit une extension de ta créativité, soit une extension de ce que tu as envie de vivre, mais c'est surtout une extension de ce que tu as dans la tête. Mais dans tous les domaines de vie. C'est-à-dire, une extension de ce que tu as dans la tête, dans ta créativité. Tu peux être ultra créatif, et je suis sûr que par exemple dans ton métier, toi, ça doit... Moi, je suis très... Ouais, mon cerveau, il est tout le temps en fusion. Et en fait, ta boîte, c'est une extension de toi. C'est-à-dire que ta créativité, ça se trouve, tu l'as toujours eue, et tu mets ta créativité en pratique à travers cette boîte. Tu aurais pu faire 10 000 choses, en fait. Mais dans le même cas, si ta boîte, c'est une extension de toi dans ta créativité, ça se trouve, si par exemple, tu avais des freins dans ton perso, ils vont se voir dans ton business. Par exemple, c'est un exemple, mais des entrepreneurs parfois qui viennent me voir pour passer de 500 K à 1 million de chiffre d'affaires, moi je leur demande qu'est-ce qui se passe dans ta vie en fait. C'est assez déstabilisant parce que les gens disent ouais mais écoute, non, on n'est pas là pour travailler sur ma vie. Je dis non, il faut que tu comprennes que les résultats de ton business, c'est ce qui se passe dans ta vie perso. Par exemple, passer de 500 K à 1 million, c'est un changement de posture aussi. Un changement de posture dans ta famille, un changement de posture en tant que chef d'entreprise parce que tu as du recrutement, tu as plus de masse, tu as plus de volume. Et du coup, quel est le prix à payer dans ta vie perso pour avoir ce business-là? Et des fois, je me rends compte qu'il y a des personnes qui me disent ouais, bah du coup, moi, je veux pas renier ma vie de famille. Je veux pas perdre du temps à faire des futilités. Ok, mais c'est ton point perso qui bloque ton business. Et ça, c'est vraiment le constat qui est assez, pas alarmant, mais où j'invite vraiment les gens à se questionner. Ok, votre business, c'est vraiment une extension de vous-même. Mais en même titre que si vous êtes musicien, vous avez un groupe de musique, le style de musique que vous allez faire, c'est vraiment une extension de vous-même. Et à chaque fois que vous comprenez, en fait, il faut comprendre que c'est comme si vous preniez le cerveau humain et que à chaque fois, entre les éléments de ta vie, tu tisses un fil. Par exemple, par rapport à la dimension de la santé et de la salle de sport, ça vient aussi d'une extension de toi-même. Comment toi tu veux te sentir, comment toi tu veux te voir, comment tu veux vivre, comment tu veux te sentir en santé. Il y a des personnes qui vont à la salle du CrossFit, moi je vais à la salle pour faire de la musculation, il y en a qui vont au yoga. C'est quand même une extension de toi-même. Et ton business c'est pareil. Sûr, Et ton business c'est pareil dans ce que tu mets dedans et dans le résultat de ton chiffre d'affaires. Et à chaque fois que tu te questionnes, que moi je me questionne comme ça, je prends toujours le problème de l'entrepreneur, je vais sur lui
Et après, je vais dans sa psychologie, soit dans sa vie personnelle, soit moi je m'intéresse beaucoup aux héritages transgénérationnels avec l'épigénétique, parce qu'en fait, on est quand même le fruit d'une lignée, qui me permettent de comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ton business, tu as ça, et je vais vraiment aller faire marche arrière. Une fois qu'on a fait une marche arrière, qu'on a levé le truc, on revient en gros, reprogrammer le cerveau au service de son business. C'est là où on a des réussites. C'est faux ce que tu dis. Et tu penses que ton accompagnement aussi, il va réduire, tu sais, parce qu'en ce moment, il y a un phénomène qui est assez important dans l'entrepreneuriat, c'est le burn-out. Ouais. Est-ce que toi, ton accompagnement, il va apporter aussi, on va dire, une solution par rapport au burn-out ou au moins réduire les conséquences et faire prendre, on va dire, conscience aux gens que là, ils sont peut-être trop dedans et que justement, faut déléguer. Parce que souvent, c'est ça aussi, les personnes qui entreprennent, elles ont beaucoup de mal à déléguer. Elles sont tout le temps en activité alors qu'au final, mentalement, comme tu as dit, ta boîte, c'est le reflet de toi-même. Donc, si tu es en burn-out, ta boîte, elle va être aussi potentiellement en burn-out. Exactement. Donc, est-ce que toi, ton accompagnement, justement, et justement pour aussi mettre en valeur ce que tu te donnes, parce que je sais que c'est un sujet hyper à la mode, pas à la mode, mais c'est vrai que... C'est très présent. En fait, c'est très présent, mais très peu parlé, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui se cachent, qui sont en burn-out, qui ne savent pas, et aussi qui le savent, mais qui ne veulent pas le montrer, parce que justement, c'est une force, c'est une façon de plutôt faible de dire qu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes et on est trop dans la boîte. Je pense que c'est un sujet, et toi, par rapport à ce que j'ai compris là aujourd'hui, c'est que ça aurait potentiellement un impact sur ça. Ouais, ça a un impact. C'est pas le truc que je cherche forcément. En fait, c'est pas ma recherche première. Ma recherche première, c'est de comprendre pourquoi le business il en est là et d'aller chercher d'un point de vue psychologique quels sont les problèmes ou alors quelles sont les stratégies à mettre en place. Par contre, moi là, je m'intéresse vraiment à la psychologie et à la personne. Ça me permet de comprendre parfois pourquoi le business il décolle pas, tout simplement parce que la personne a fait des tâches qui lui correspondent pas du tout. Et les personnes, ils sont ultra créatives, mais ils vont être créatrices en fait pendant 2 heures dans la journée, de 8 à 10. Quand l'entrepreneur il me dit ouais mais du coup moi je fais de 8h à 20h, je suis à fond et je comprends pas parce que pendant de 10h à 20h ça colle pas. Bah ouais, parce que c'est pas ton mode de fonctionnement. Et en fait, là où moi je vais aller alerter mon client, je vais travailler avec lui, je vais lui dire ok, ça sert à rien de chercher à ressembler à quelqu'un de bout en bout parce que de toute façon, premièrement, les gens vous achètent pas pour ce que vous proposez, ils vous achètent principalement pour qui vous êtes. Ouais. Et après, ce que vous proposez, si vous faites partie d'un marché, point barre. Mais dans un marché, nous, il y a beaucoup de coachs. Les gens, ils n'achètent pas pour ce qu'on propose. On propose tous quasiment la même chose. Il faut arrêter de se leurrer. Ou alors, vous avez des spécificités. Moi, j'ai un ami qui fait dans l'excellence. J'en ai un autre qui fait dans tout ce qui est l'équilibre vie pro, vie perso. Moi, je suis dans la stratégie, psychologie, héritage transgénérationnel. Ok. Mais en fait, les gens, ils vous achètent pour qui vous êtes. Et là où moi, je vais vraiment aller insister, c'est faire prendre conscience aux gens de leur zone de génie, de leur zone de rupture aussi, et en fait de créer une sorte d'harmonie pour qu'à un moment donné, leur mindset, leur psychologie soit au service de leur business et que leur business soit au service de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on prend souvent le cercle des 8 domaines de vie, le business. Et explique-nous ça. Alors, le cercle des 8 domaines de vie, en gros, c'est que on a à peu près 8 domaines de vie qu'on doit alimenter et animer dans notre vie, c'est-à-dire la santé, la spiritualité, la carrière, les familles, les finances, il y en a 3 autres qui m'échappent. Mais en fait, dans ces 8 domaines-là, il n'y en a qu'un seul qui est consacré à la carrière. Ok. Et tu as des personnes en fait, qui vont en burn-out parce que sur le camembert, ils vont avoir 95% de leur temps pour leur business et on va dire 5% du temps pour tout le reste, on va dire 1% pour la famille. Mais ça se trouve dans les valeurs hautes de la personne, la famille c'est super important. Et le mec il passe 90% de son temps dans son business. Et il se dit ouais mais du coup c'est comme ça que je vais réussir. Non, il va réussir s'il alimente le côté famille et que ça lui permet d'injecter dans son business. Et dans mon job, moi ce que je recherche vraiment c'est une sorte d'écosystème. Ça veut savoir comment on va pouvoir aller chercher l'excellence et la performance dans la psychologie de la personne quand c'est au service de son business. Et c'est là où on va essayer de travailler sur la dimension du burn-out, mais c'est vraiment dans qu'est-ce qui fait que ça te donne de l'énergie, qu'est-ce qui t'en enlève, lorsque ça t'en enlève, est-ce que tu peux le déléguer, est-ce que tu peux le remanier autrement. Un système par exemple comme moi je mets en place,
J'ai une petite fille de 3 mois. Donc forcément, le soir, j'essaie de passer au moins 2 heures avec elle. Par contre, je sais que de 21h à 23h, je peux me former. Je lis, je me fais des formations. Et ça me permet d'alimenter vraiment qui je suis. L'idée, c'est de vraiment impacter, de grandir tous les jours. Par contre, si moi je le fais le matin, ça ne respectera pas du tout ma manière de faire. Je suis sûr que je peux tomber en burn-out si je me forme tous les matins. Parce que du coup, je vais engranger mon cerveau de connaissances que je vais vouloir mettre en place tout de suite en pratique dans mon business, alors qu'en fait, il faut un système de digestion. Donc maintenant, je l'ai mis le soir. Mais c'est valable pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui me disent, ouais, du coup, toi, moi j'ai besoin d'énergie dans mon business, ok, et qui me dit, bah, par contre, je fais pas de sport du tout. Je vais dire, non, mais là, il y a un truc qui cloche, quoi. À un moment donné, comment on peut voir, en fait, que tous les domaines de vie alimentent le business. Et après, il ne faut pas s'alarmer s'il y a des personnes qui ont besoin, je ne sais pas, de toute la matinée, en fait, pour aller faire du sport, faire une méditation et profiter de la vie, et toute l'après-midi, par contre, carburer. Ils seront peut-être 10 fois plus performants que les personnes qui travaillent toute la journée. Mais c'est juste savoir comment on fonctionne, comment notre fonctionnement, lorsqu'on le respecte, alimente notre business. Tu vois, là, tu es en train de me faire prendre conscience à des choses, je réfléchissais en même temps, tu vois, mais c'est vrai que trouver un équilibre et se persuader que si on ne respecte pas cet équilibre, on risque d'avoir des mauvais résultats, typiquement. C'est vrai qu'on n'en a pas conscience quand on est dans le business et d'avoir quelqu'un qui nous le dit, au final, ça peut te faire une prise de conscience. D'où le fait d'avoir un accompagnement qui est presque légitime au bout d'un moment. Parce que moi, en fait, je vois beaucoup de l'extérieur. Et en gros, c'est pas compliqué. Je canalise et je vois en fait la carte du monde des gens à travers ce qu'ils vont me partager. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'à chaque fois que les gens viennent me voir, et ça je pense que c'est valable pour beaucoup de coachs, ils vont peut-être se reconnaître, les gens en fait déposent sur la table ce qu'ils ont vraiment envie de déposer. Mais c'est jamais le problème. Ouais. En fait, ils déposent juste le truc qu'ils se disent « Ah ça je veux bien accepter, je veux bien accepter d'en parler ». Et après c'est à nous d'aller creuser en fait le fond du truc. Et c'est vraiment important de voir que le coach, en fait prendre un coach, c'est pas une tare. Et dans le monde, c'est particulier parce que dans le monde du business, prendre un coach business c'est trop cool. Ça veut dire croissance, ça veut dire qu'on va scaler, ça veut dire qu'on va avancer. Par contre, prendre un coach mindset, c'est pas cool quoi. Ça veut dire que psychologiquement j'ai un problème. En fait, prendre un coach mindset, c'est comme prendre un coach sportif. Alors que quand vous prenez un coach sportif, il y a personne qui vient vous dire ouais c'est cool, tu fais du sport et tout, tu vas devenir un bodybuilder. Non, il y a personne. Ils disent c'est cool, tu prends soin de ta santé, tu fais attention à toi pour ton business, ok, t'as ton énergie. Coach en psychologie, en mindset ou en héritage, franchement. Il y en a plein qui disent ouais mais du coup c'est là que t'as un problème. Non, c'est parce que moi j'ai envie d'emmener mon business à un autre niveau et que scaler mon business ça impose une application dans le business d'un point de vue organisationnel, structurel et d'un point de vue de mon état d'esprit. Je peux pas par exemple faire 1 million d'euros si j'accepte pas de gagner de l'argent. Ouais. Et d'en dépenser aussi. C'est ça. Et puis, ça se phénomène. D'en dépenser et puis aussi d'avoir cette peur d'être déloyal envers sa famille qui pendant longtemps on n'a pas eu en fait. Et si tu restes avec ça, c'est impossible de faire 1 million. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que quand je te dis dépenser, c'est parce que moi j'ai eu beaucoup de clients qui veulent beaucoup d'argent mais qui sont pas prêts à investir autant que ce qu'ils devraient investir et au final ça casse la croissance. Tu vois, le mot que tu viens de me partager, il est dingue. Rien que le mot, tu m'as dit dépenser. Ouais. Si ton client il vient te voir et qu'il te dit ouais du coup j'ai pas envie de dépenser, ça veut dire que la manière de penser son business est gouvernée par son esprit. Parce que lui en fait, quand il dit dépenser, il voit perte. Exact. Alors que si quelqu'un vient le voir et qui dit ouais je veux investir pour avoir de la croissance, il sait que si on fait 1 million de chiffre d'affaires, on aura rarement ou voire jamais 1 billion de bénéfices. Déjà si tu as 50% de bénéfices, c'est une belle entreprise. Et c'est vraiment en fait voir l'intérêt d'avoir 1 million de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est pour la croissance personnelle de l'argent que tu auras dans ta poche? Auquel cas, il faut quand même que les gens soient au courant qu'on a rarement le million directement dans notre poche. Ouais. Ou alors est-ce que c'est pour l'aventure et pour le voyage? Là, par contre, les gens ils vont y aller, il n'y aura aucun problème. Ok. Alors, ma prochaine question, tu as un peu plus réfléchi. Quel serait pour toi, on va dire, qu'on a parlé au tout début des risques de l'entrepreneuriat. Quel serait pour toi, on va dire, comment gérer les risques de la création d'entreprise et du lancement on va dire, dans son aventure entrepreneuriale? Pour moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, que ce soit pour moi, parce que j'avais mon job de prof à côté, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu te lances et que tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Et il y a quand même des personnes qui mettent parfois 2 mois pour avoir du chiffre d'affaires, auquel cas c'est assez rapide. Il y a des gens, ils mettent quand même 6, 12, 24 mois.
Moi, j'ai vu ma petite amie qui avait lancé sa boîte, qui avait démissionné, qui avait lancé sa boîte, qui avait repris un boulot de salarié à côté parce que, en fait, elle supportait pas d'avoir pas assez de rentrée d'argent. Et ça, c'était vraiment un problème. Donc ça, le premier conseil que moi, je pourrais donner aux gens, c'est soit vous avez une rupture conventionnelle, mais arrêtez de vous endormir sur cette putain de rupture conventionnelle en vous disant j'ai de l'argent qui rentre pendant 24 mois. Non, le jour où vous signez votre rupture conventionnelle, vous lancez votre boîte et vous donnez toute votre énergie dedans. Parce que ce que j'ai pu constater de certains entrepreneurs que j'ai pu côtoyer et coacher, ils disent ouais mais du coup je suis tranquille, j'ai ma rupture conventionnelle. Non mais le temps file et il n'y a personne qui t'attend sur le marché. Hein. T'as beau avoir l'idée du siècle, il n'y a personne qui t'attend. Donc ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire, soit vous avez une rupture conventionnelle, soit vous avez la possibilité de lancer votre business en parallèle de votre job. Le point important, c'est de comprendre en fait que un des éléments qui est extrêmement dur pour les entrepreneurs, c'est l'insécurité financière. Parce qu'en fait, quand on sort du salariat, on a l'habitude d'avoir un salaire tous les mois. Alors que on est dans l'entrepreneuriat, parfois tu as un mois que tu vas faire 30 000 et tu vas gérer pendant les 3 prochains mois. Des fois tu vas faire 0, des fois tu vas faire 100 000. C'est assez aléatoire. Et c'est plus une dimension après de salaire, c'est une dimension de qu'est-ce que j'accepte de me verser tous les mois. Sauf que quand tu sors du salariat, tu n'as pas cette dynamique-là. Et plus tu es dans l'insécurité financière, plus ton esprit en fait il va s'auto-bloquer parce qu'il voit un risque. Et en fait l'esprit humain il est assez bien fait avec l'ancienneté qu'il a pour voir un risque comme un risque fait vital. Donc vraiment le premier conseil que je donne aux gens, c'est soit vous avez une rupture conventionnelle ou le chômage, mais vous bossez dedans. C'est-à-dire que ça, c'est juste une soupape. Et vous vous lancez à fond. Et vous tentez au maximum. Soit vous lancez votre projet en parallèle, parce que, on le sait, il y a quand même pas mal de boîtes au début qui ne fonctionnent pas. Moi, j'étais coach sportif il y a, pas raconter de bêtises, il y a 8 ans. La boîte n'a pas du tout fonctionné. Mais c'est le jeu. Et si j'avais démissionné à cette époque-là, je serais certainement dans la merde. Ouais. Donc c'est vraiment un truc. L'insécurité financière, ça bloque votre créativité, ça bloque votre capacité d'avancer. Gardez soit une rupture conventionnelle, soit un petit job à côté. Et là, en fait, vous allez pouvoir maximiser votre potentiel pour aller chercher un marché, tester, en mode test and learn, en mode un peu start-up, c'est-à-dire vous allez tester, réponse du marché, tester, réponse du marché, et une fois que votre boîte elle a vraiment décollé, qu'il y a une certaine stabilité, vous pouvez soit quitter votre job, soit arrêter de toucher le chômage, quoi. Ok. Et imaginons que je lance mon entreprise et que ça marche pas du tout. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour... C'est vraiment un gros projet. Par exemple, mon projet que j'ai en tête depuis des années. Et du coup, d'un coup, ça marche plus. J'ai plus de chômage. Comment gérer cet échec? Qu'est-ce que je devrais me poser comme question et comment affronter en fait la suite? Ouais. Alors déjà, ça c'est un truc, c'est un peu galvaudé d'ailleurs de dire ça. Je veux dire, il n'y a pas d'échec. Au fond de soi, il y en a forcément un en fait. On est touché comme ça. Par contre, comment réagir? Le premier truc, c'est voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Okay. Et qu'est-ce qui a fonctionné aussi? Parce qu'il y a certainement des éléments qui ont quand même fonctionné dans le projet. Et après, de se dire, ok, est-ce que c'était vraiment fait pour moi? Et lorsqu'il y a des échecs comme ça, la question que je pose, notamment à des amis, je leur dis, ok, c'est quoi votre vraie zone de génie? Parce qu'en gros, là, souvent, vous êtes lancé dans un marché, mais c'est un marché de fantasmes. Je sais pas, ça peut être les NFT, ça peut être les cryptos, ça peut être... peu importe l'entreprise, mais souvent, les entreprises qui coulent, au départ, c'est souvent des entreprises de fantasmes. Soit le fantasme de la réussite, soit le fantasme de l'argent facile, soit le fantasme du projet. Et à partir de là, je vais vous dire, qu'est-ce que vous avez appris? Qui est-ce qui vous entoure dans votre réseau? Quel est le problème que vous rencontrez dans votre réseau? Proposez une solution et continuez. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat en mode projet de cœur. Ouais. Je suis fait absolument pour ça. Peut-être pas, en fait. Et à partir du moment où vous raisonnez dans le sens, peut-être pas, peut-être que j'ai le droit de me tromper, de me dire, ça se trouve, je suis en train de me planter. Là, vous allez avancer. Et moi, c'est pareil dans mon projet. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être un des meilleurs dans le monde du coaching. Mais je sais qu'il y a peut-être un truc, ça se trouve, je vais peut-être être un des meilleurs ou pas. Mais ça se trouve, je vais devoir bifurquer parce que je serai 10 fois plus à l'aise dans un autre domaine. Et le fantasme que j'avais d'être, peut-être en exagérant, un Tony Robbins ou autre, c'était un vrai fantasme. Et ça se trouve, l'échec dans cette mission-là va me permettre d'être vraiment dans une boîte qui va me permettre de grandir, de scaler, d'avoir un impact, mais vraiment un impact. Et souvent, un échec, c'est un vrai cadeau. Parce que si vous avez cet échec-là maintenant, et plus tôt vous l'avez,
plus tôt vous allez pouvoir rebondir, plus tôt vous allez pouvoir avancer et être vraiment dans ce que vous devez faire. Ok, c'est hyper intéressant. J'espère que les auditeurs ils prendront ça vraiment, enfin ils prennent des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur dans ce que tu donnes. C'est hyper intéressant. Dis-moi, quels ont été les livres ou les personnes qui t'ont le plus inspiré quand tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat? Je crois que le livre qui m'a le plus inspiré au début, il y en avait deux. Il y en a un dans le dev perso, il y en a un un peu dans le business. Il y en a un qui s'appelle Personal MBA. Je pense que tu peux le connaître. Non, alors, pas celui-là. C'est en gros, c'est un livre qui t'explique en fait tous les rouages de l'entrepreneuriat de A à Z et la simplicité du truc en fait. En gros, tu identifies un problème, tu crées une solution et tu le proposes au marché. Et j'ai adoré en fait l'approche parce qu'en fait il disait arrêtez de vous prendre la tête, de vous dire qu'il vous faut des milliers de cents pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Non, vous allez autour de vous, vous regardez quel est le problème, vous regardez quelle solution vous pouvez proposer, vous tentez. Ça j'ai adoré. Le deuxième livre, je pense que c'est de mémoire, ça doit être Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ouais, parce qu'en fait, il te dit un truc. Alors après, moi, je me suis formé dans tout ce qui est PNL et le monde du coaching, mais il te dit un truc de dingue. Il te dit, si tu veux atteindre quelque chose, tu as déjà toutes les ressources en toi. À toi de les activer. Et ça a vraiment été une sorte de catalyseur de me dire, mais je veux pas de ma vie, mais ça veut dire que j'ai tout en moi pour aller faire autre chose. Est-ce que ça va être simple? C'est pas ce qu'il dit. Par contre, si tu as vraiment envie de te construire une vie sur mesure, et moi je parle souvent d'une entreprise sur mesure, tu peux. À la seule condition, c'est que tu arrêtes de fantasmer sur les autres, parce que tu les vois un peu partout, parce que tu vois leur réussite. Mais ce que tu vois pas dans leur réussite, c'est le temps qu'ils mettent pour créer du réseau, pour faire de l'argent, et le temps qu'ils mettent vraiment dans leur travail. Je pense qu'il y a un bémol moi, que je mets dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se montent dans le lifestyle, et moi j'adore ça. Le truc c'est que les gens qui regardent, ils se disent ah ouais c'est simple, mais en fait ces mecs là ils ont ce lifestyle là parce qu'ils ont les couilles d'aller chercher des résultats, de se planter, d'avancer, de faire du réseau et de vraiment avancer. Et les gens en fait ils ont le fantasme de l'argent facile, alors que souvent sur les réseaux sociaux c'est pas ce qu'on leur dit. Alors on dit juste voilà ce que nous on vit. Par contre, ça fait peut-être déjà quelques années qu'on est lancé. Ça fait peut-être pas mal de temps qu'on rencontre des gens. On s'est donné la possibilité d'affronter nos peurs pour rencontrer peut-être les meilleurs leaders du marché ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça. J'ai envie que les gens y réfléchissent un petit peu, de se dire, en fait, les gens les vies qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais peu importe ce qu'ils font, en fait, il y a une face cachée. Et parfois, cette face cachée, elle est tellement aimée par l'entrepreneur qu'il n'en parle pas, en fait. Ouais, puis c'est moins glamour de montrer que tu es resté 10 heures devant ton ordinateur dans ta chambre à travailler plutôt que d'aller faire du jet ski sur les plages, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai analysé de mon côté, c'est que les gens, ils veulent réussir sans trop d'efforts. La plupart des gens. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les réseaux sociaux, lorsque les gens regardent des fois les entrepreneurs qui réussissent, ils vont utiliser juste un biais psychologique qui est la généralisation. Ça veut dire que ce que lui vit, c'est normal, ça a l'air d'être simple. Parce qu'on voit rarement quelqu'un dans une voiture, alors moi j'adore les belles voitures, qui fait la gueule. Ouais. Parce que ça se trouve en fait, c'est son plaisir du moment, et il se dit, voilà, je travaille, mais je travaille pour ça. Et ce que les gens ne voient pas en fait, c'est l'à côté. C'est-à-dire, j'ai ça, mais ça se trouve ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et que je cartonne. En fait, ils voient en fait le côté positif, ils veulent jamais le côté négatif. Sauf qu'aujourd'hui, la vie, elle est comme ça. Et vous allez voir, il y aura toujours une dualité. En gros, la vie, c'est une pièce. Il y a un côté noir, un côté blanc. Et les gens qui réussissent, c'est ceux qui acceptent le côté noir, la difficulté d'entreprendre, de se renouveler, de faire du réseau, d'avancer, de cravacher, pour avoir cette vie, justement, où on peut être avec des belles voitures. Je veux vraiment, en fait, que les gens ils se rendent compte que s'il y a un côté joli, il y a un côté moche aussi. Moi, par exemple, je suis fan de voitures, notamment les Lamborghini. Je sais pas, tu vois, un Urus, par exemple. Les mecs qui conduisent ça, maintenant, j'ai le regard en me disant, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'ombre pour pouvoir se payer ça. Et du coup, j'ai plus la réflexion de se dire, c'est trop génial. Je me dis, un jour, j'aurai certainement ça. Maintenant, comment eux, ils ont fait dans l'ombre pour le faire. Et mon regard a totalement changé, parce que du coup, mon état d'esprit, il est en mode, ok, je vais charbonner aussi.
Ce qui change beaucoup l'état d'esprit de beaucoup de personnes, notamment depuis 2-3 ans sur les réseaux sociaux, qui se disent « Tiens, j'ai vu un tel qui fait ça, ça a l'air d'être trop bien, trop simple. » Ouais, bah viens avec nous passer une semaine, bosser de 8h à 22, te remettre en question et pendant toute ta journée passer de « Ah, c'est trop génial, oh putain, je suis une merde, je vais jamais y arriver, ah, c'est trop génial, ah, j'ai l'idée du siècle, ah non, finalement, c'est déjà pris. » Voilà, c'est tout le package en fait qu'il faut prendre. Ouais. Et parfois, en fait, ces moments-là qu'on s'accorde, on va dans un putain de restaurant, on prend une voiture, on voyage, c'est en fait un cadeau pour nous. C'est-à-dire qu'on a construit cette vie grâce à la partie ombre et on accepte autant la partie d'ombre que de lumière. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils veulent que la partie de lumière. Et ça ne matche pas. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui colle pas, quoi. C'est vrai. Ça, c'est aussi une grande partie avec les réseaux sociaux. Avant, on voyait beaucoup moins ça parce qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux qui montraient la vie que les gens ils veulent voir. Et moi, je pense que ça crée aussi une confusion par rapport à la difficulté d'entreprendre parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que c'est trop facile, que je vais faire moi, je suis dans plutôt le e-commerce et j'ai accompagné des gens e-commerce. Et les premières personnes que j'ai accompagnées, ça a toujours été moi, je vais vendre un produit et puis je vais vite aller à Bali boire des coconuts sur la plage. Alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on est déjà sur un marché ultra concurrentiel, que ce n'est pas les premiers à être là. Si vous voulez être les premiers, il fallait être là il y a 20 ans, quand c'était dur de coder un site. Ouais. Maintenant, c'est tellement facile de lancer une activité en ligne qu'il y a une concurrence au final. Et c'est aussi facile de pouvoir entreprendre maintenant plutôt qu'avant, puisqu'on a des facilités dans tout. Ne serait-ce que, du plus petit, d'ouvrir un compte bancaire professionnel, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on peut le faire en ligne directement sans avoir à se déplacer, alors qu'avant, c'était difficile. Même les paliers de auto-entrepreneurs en France, ils ont monté. Il y a pas mal quand même d'évolution, on va dire, même si on a dit tout à l'heure que c'était encore restreint, mais ça évolue. On ne peut pas dire le contraire. Et je pense que justement, le fait que ça devient de plus en plus simple de se lancer, les gens pensent tout de suite que je vais me lancer et puis ça y est, je vais être cartonné, alors qu'ils ont pas du tout de connaissances, ils sont toujours dans leur modèle entrepreneurial. Et souvent, ces gens-là qui veulent pas changer d'état d'esprit, comme tu as dit, ils se plantent. Et puis après, soit ils retournent dans un travail parce qu'ils se disent c'est trop dur, ça marche pas. Ce qui fait de la mauvaise com en fait pour l'entrepreneuriat, parce que tout chemin entrepreneurial a son histoire. Et au final, d'avoir quelqu'un comme toi pendant ce cursus de développement ou pendant que, même s'ils ont trouvé un marché qui commence à faire leur premier chiffre, d'avoir quelqu'un qui intègre la société d'un avis extérieur, ça pourrait permettre justement d'éviter ces échecs. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ton activité. Il y a un truc aussi que moi j'ai pu remarquer, c'est que aujourd'hui, par exemple, tous les deux, on est lancés, on a déjà vécu pas mal de trucs dans nos boîtes. Pour nous, ça paraît logique. Et du coup, quand on va l'aborder, on va se dire, ouais, mais c'est facile, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on l'a traversé, en fait, le truc. Et parfois, on a l'impression, quand tu regardes de loin des entrepreneurs, moi, il y en a plein qui m'inspirent, et des fois, quand tu les regardes, tu te dis, mais en fait, ça paraît simple. Mais ça paraît simple parce qu'ils l'ont traversé. Et parce qu'en fait, psychologiquement, ça fait partie de leur vie. Le fait, parfois, d'avoir des challenges dans nos boîtes, ça fait partie de notre vie. C'est partie intégrante. Et en fait, on s'est accommodé à ça. C'est-à-dire que le cerveau, il a pris l'habitude de voir un problème et se dire, ouais, c'est un problème. C'est ma vie. Sauf que, quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils se disent « Ouais, mais ça paraît simple pour toi. » Non. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais au fond du trou. Et après, j'ai rebondi. Mais en fait, c'est comme si on vous disait « Demain, vous allez courir un marathon. » Ok, on va vous dire d'aller marcher un petit peu, après d'aller courir, de courir plus vite, de courir plus longtemps. Et alors que, peut-être qu'en vous reprenant 6 mois, on aura l'impression que c'est simple pour vous, mais 6 mois avant, c'était compliqué. C'est le même principe de l'entrepreneuriat. Arrêtez de regarder les gens en disant « Tiens, en fait, ça paraît tout simple. » Ça paraît simple parce qu'on s'est entraîné. Ok. C'est quoi pour toi tes objectifs à toi perso et pour ta boîte ? Un de mes objectifs perso, moi, c'est de déménager. Okay. Je voudrais partir soit en Espagne, on pense aussi à Dubaï avec ma chérie. Donc j'ai une petite de 3 mois. Donc on attend de voir comment elle grandit et puis après on devrait déménager en 2024. Okay. Et pouvoir aussi passer plus de temps en voyage. Ça, c'est vraiment un de mes kiffs d'un point de vue perso. D'un point de vue pro, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est de faire davantage de conférences pour les entrepreneurs, pour vraiment en fait apporter une approche qui est sur la psychologie et la spiritualité, notamment réunir ce qu'on appelle les héritages transgénérationnels et la psychologie vraiment présente aujourd'hui avec le monde de coaching. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, mais ce n'est pas des blocages qui leur appartiennent.
C'est des blocages qui sont dus à notre famille, à notre lignée, et parfois c'est très 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 loin. Et lorsqu'on entend beaucoup de coachs aujourd'hui, soit ils sont ultra pragmatiques sur la psychologie, soit ultra spirituels, il n'y a jamais de mix des deux en fait. Alors qu'en fait, là dans notre échange par exemple, il y a de la spiritualité, toute l'énergie que je dégage, tu la ressens, et ça fait que ça se passe bien. Et l'idée c'est de faire davantage de conférences. Après là je réfléchis à faire plus de coaching collectif, j'étais assez limité avec l'individuel, donc plus de coaching collectif, et après j'ai 2 projets que j'ai vraiment envie de développer, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise beaucoup plus avancés, qui sont au-delà d'1 million de chiffre d'affaires, et d'arriver à coacher un athlète qui veut aller faire les JO ou un gros championnat. Ça, c'est un challenge pour moi, parce que je viens du monde du sport et je m'en occupe pas trop. Retrouver ton premier amour. Ouais, je kifferais en fait. Je suis convaincu d'être en mesure de les aider. Et notamment des mondes, moi l'athlétisme, je connaissais très très bien, mais le monde du tennis, c'est tellement psychologique entre la gestion des émotions, entre la gestion de ton effort. À partir du moment que tu gères tout ce qu'il y a dans ta tête, tu peux vraiment vraiment performer. Donc ça, c'est mes différents challenges. Et devenir une des références en francophonie, ça je me laisse entre 5 et 10 ans. Je fais tout pour travailler. Je sais, en fait, un truc que je voudrais dire aux gens, c'est que je sais pas si je vais atteindre cet objectif-là. Vraiment pas. Je suis convaincu que je peux réussir. Je sais pas si je vais réussir. Mais rien que le fait de me projeter là-dedans, j'ai autant d'excitation que de peur. Et je me dis, ok, j'y vais. Et ça se trouve, dans 5 ans, on rediscute ensemble. J'aurais bifurqué un petit peu. Mais moi, je veux vivre ma vie pleinement. Donc j'ai cet objectif-là. Je sais pas si je vais l'atteindre. Mais en attendant, moi, je suis heureux de l'avoir. Même s'il est challengeant, même s'il y a des gens qui vont dire que c'est trop ou pas assez, franchement, je m'en fous. Bah écoute, on se reverra et on reparlera d'ici quelques mois si tu as atteint ces objectifs. Ouais. Les conseils d'Alexis pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Le premier conseil, c'est, ok, vous vous lancez, mais vous essayez d'avoir une soupape à côté de vous. Soit vous avez investi dans l'immobilier qui vous permet d'avoir des rentes et pas de problème. En fait, l'idée, c'est de minimiser les problèmes. Je parle pas des risques, mais des problèmes. Et minimiser tout ce qui va affecter votre psychologie. L'argent, c'est le premier truc. Soit vous êtes déjà rentier, soit vous avez une rupture conventionnelle, soit vous avez un petit boulot à côté. Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Le deuxième, c'est votre idée peut être géniale, mais pas être au goût du jour. Donc, vous avez une idée, vous voyez un problème, vous trouvez une solution, vous la proposez à votre marché. Et en fait, l'entrepreneuriat, gardez bien en tête que c'est un aller-retour perpétuel entre votre marché et votre offre. Donc, trouvez un problème dans un marché, proposez une solution, voyez la réaction du marché, ajustez, regardez la réaction du marché, ajustez, regardez la réaction du marché, ajustez. Et si vous faites ça, vous êtes sûr de trouver la bonne offre ou alors le bon angle d'attaque. Parce que à chaque fois, votre marché va réagir et en gros, le marché, c'est un feedback. Ouais. C'est tout. Donc déjà, si vous faites ces 2 choses-là, vous assurez vos arrières d'un point de vue financier et vous prenez l'habitude de jouer au ping-pong avec votre marché et de comprendre que c'est pas parce que vous avez l'impression que votre offre elle est vraiment dingue que tout le monde va l'adorer. Vous allez comprendre qu'en fait, il faut juste réajuster au fur et à mesure. Et puis, si votre première boîte elle échoue, c'est pas grave. Vous avez tellement appris dans celle-ci. Et si vous apprenez les bonnes choses, le réseau, le marché, l'offre, là, vous pouvez que réussir. Le seul truc que vous savez pas, c'est le temps que ça va mettre. Parce que dans l'entrepreneuriat, on a des personnes qui vont très très vite, mais qui au bout de 3 ans sont plus là. Il y a des personnes qui vont très lentement, mais qui au bout de 15 ans sont toujours là et qui ont des boîtes de dingue. Donc en fait, chacun a sa vitesse. Comparez-vous, il ne faut pas se comparer aux autres en fait. Chacun a sa vitesse parce que ça se trouve aujourd'hui vous en êtes là. Vous êtes l'impression d'être tout petit. Dans 2 ans, vous allez tout exploser. Et vous allez être devant des personnes qui vous paraissent tellement grands. Chacun sa vitesse en fait. Ouais. L'entrepreneuriat, moi je vois plus comme un marathon qu'un sprint de toute manière. Et c'est hyper pertinent ce que tu nous as dit aujourd'hui, en tout cas Alexis. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors moi principalement sur Instagram. Mon site internet il est présent, mais je pense qu'il va certainement être modifié ou retransformé bientôt. Donc allez sur Instagram, vous m'envoyez un DM et moi je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. C'est quoi le nom? Alexis Joanneau. Je réponds à tout le monde sous 24 heures. Posez-moi toutes les questions que vous avez envie, je répondrai. Je suis en fait assez libre et je réponds tout le temps aux questions des gens, même si c'est des questions de coaching. Super. Bah écoute, je mettrai de toute façon les liens en dessous la vidéo YouTube, comme ça les gens pourront te contacter directement s'ils ont des besoins en conseil. Et je te remercie d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour voir l'évolution et si tu as atteint tes différents objectifs. Merci beaucoup Alexis.